Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration du critère de Shannon qui est que FE, la fréquence d'échantillonnage, doit être strictement supérieure à 2 fois la fréquence maximale. Donc on va d'abord faire des petits rappels sur ce qu'est l'échantillonnage et donc ce qu'est la fréquence d'échantillonnage. On verra après quelle est cette fréquence maximale, puis on démontrera le fameux critère. Alors, le principe de l'échantillonnage est le suivant. On a ici une fonction analogique G de T, un signal analogique. Par exemple, ça peut être de la voix, ça peut être du flux vidéo, etc., etc. Et donc, nous, ce qu'on va essayer, c'est de transformer ce signal analogique en signal numérique pour pouvoir après le traiter sur ordinateur, parce que sur ordinateur, c'est que tout en binaire, en 0 et en 1, et donc il faut le numériser. Donc pour ça, on va utiliser un convertisseur analogique numérique qu'on appelle un CAN, convertisseur analogique numérique. Ensuite, comment on va faire pour numériser ça? Eh bien, on va ce qu'on appelle échantillonner le signal. Échantillonner, c'est que on a dit que tout est représenté en 0 et en 1, mais on ne peut pas prendre tous les points de G de T, parce que si on prend ici tous les points de G de T, ben en fait il y en a une infinité, parce que c'est une fonction qui est continue en fonction du temps, donc c'est une fonction, un signal qui est constitué d'une infinité de points. Nous, bien évidemment, on ne peut pas prendre tous les points, c'est impossible, donc ce qu'on va faire, c'est prendre des points à intervalles de temps réguliers, donc ici, on va prendre que ces points-là, par exemple, et donc ces points, si on regarde sur le temps, si on les projette sur l'axe des abscisses qui est l'axe du temps, eh bien ils sont séparés de la même durée ici qu'on appelle TE, pour T pour la période, et E pour échantillonnage, avec TE qui est bien évidemment égal à 1 sur FE qui est la fameuse fréquence d'échantillonnage du critère de Shannon. Donc FE qui est égal à 1 sur TE. Bien évidemment, plus on a de points, mieux c'est, parce qu'on aura beaucoup plus de points du signal, sera beaucoup plus précis, donc il faut que le TE soit le plus petit possible, mais si TE est le plus petit possible, ça veut dire que FE doit être le plus grand possible. Donc plus FE est grand, plus j'aurai de points. Mais ce FE doit aussi avoir une valeur minimale qui est 2Fmax, et on va voir pourquoi est-ce qu'on a ce 2Fmax. Donc là, maintenant qu'on a fait des petits rappels sur l'échantillonnage et à quoi correspond la fréquence d'échantillonnage, il faut bien voir que notre signal G de T, ce qu'on va faire, c'est toujours regarder en fréquence, parce que quand on fait comme ça de la conversion analogique numérique, notamment, on va toujours se baser sur les fréquences de G. Parce que on sait qu'une fonction G quelconque, si on regarde son spectre, on peut noter le spectre SP de G, donc en fonction de f, eh bien G peut se décomposer en série de Fourier, c'est-à-dire comme une somme infinie de sinus et de cosinus. Et donc on aura ici la fréquence nulle qui va donner ici un certain pic qui correspondra à la valeur moyenne de la fonction. Puis on aura ici, pour un signal périodique, si mon signal G est périodique, on aura ici une fréquence F0 qui est la fréquence fondamentale, et on sait ensuite que l'on aura des harmoniques, donc ici les harmoniques qui sont des multiples de la fréquence fondamentale, donc 2F0, 3F0, 4F0, 5F0, etc., etc., avec des pics de plus en plus petits, ça c'est l'amplitude de chaque cosinus. Alors de plus en plus petits, puisqu'on sait que la série de Fourier de G converge, et donc normalement les amplitudes ici vont tendre vers 0. Ça, c'est dans le cas d'un signal périodique, donc de fréquence F0. Mais si jamais le signal n'est pas périodique, eh bien pas de problème. On pourrait montrer que le signal est composé en réalité d'une infinité de fréquences. Donc ici, on est toujours en fréquence, sauf que cette fois-ci, le spectre va être une fonction, pareil, continue, en fonction de f, avec ici, c'est comme si on avait une infinité de pics en réalité, et cette infinité de pics va faire une fonction. Mais ce qui est important, c'est que ces pics, ils vont tendre à un moment vers 0, et donc à partir de fmax, je n'aurai plus de fréquence, ou alors l'amplitude sera tellement faible qu'on va considérer qu'elle est nulle. Et donc là, j'ai un fmax, et de la même manière, ici, je pourrais à un moment me limiter à un fmax, parce qu'après, toutes les amplitudes, éventuellement, seront trop faibles. Donc nous, on va considérer ici qu'on a un signal qui n'est pas forcément périodique, et donc on a un spectre qui est à peu près, on va dire comme ça. Normalement, à chaque fois, les amplitudes diminuent, et donc on a un spectre continu. En fait, qu'il soit continu ou discret comme ici, ça ne change pas grand-chose, parce que ce qui est important, c'est après de retrouver toutes les fréquences. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va transformer notre signal G de T en un autre signal qu'on va voir, qui lui
a un spectre, un certain spectre, mais ce qui est important, c'est que après ce convertisseur analogique numérique, nous, on va refaire dans l'autre sens un convertisseur numérique analogique, parce qu'une fois que, par exemple, la musique est numérisée sur ordinateur, l'idée c'est après de reconvertir ce signal numérique en signal analogique, par exemple du son, donc via un haut-parleur, et donc il faut pouvoir retrouver le signal analogique de base. Or, le signal analogique de base, c'était G2T, et G2T, en fait, quand on dit retrouver G2T, c'est retrouver toutes les fréquences du spectre. Donc nous, ce qui va se passer, c'est que cette fréquence maximale ici, on va bien sûr devoir la retrouver quand on va faire la conversion numérique analogique, mais on devra retrouver également toutes les fréquences qui sont avant, qui sont dans le spectre, donc inférieures à Fmax. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer comment retrouver une fréquence F0 quelconque qui est inférieure à Fmax. Et donc si, par ce principe-là, on arrive à retrouver F0, ben, bien évidemment, on va pouvoir retrouver Fmax, parce que si on arrive à retrouver F0 et toutes les autres fréquences, hein, on pourra retrouver aussi toutes les fréquences qui sont inférieures à Fmax. Donc c'est pour ça que le raisonnement, là, je vais le faire uniquement sur une seule fréquence, parce que si on fait sur plusieurs fréquences, ça va être compliqué, ça va alourdir les calculs pour rien, par linéarité. Je dis que si c'est vrai pour F0, ce sera vrai pour les autres. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement échantillonner de manière calculatoire? Eh bien, échantillonner, ça revient à multiplier mon signal G de t par une fonction h de t qui est un peigne de Dirac. Alors qu'est-ce qu'un peigne de Dirac? Donc le peigne de Dirac, donc ça ce sera mon h de t. Et bien le peigne de Dirac, c'est déjà qu'est-ce qu'un Dirac? Un Dirac, c'est une impulsion, comme ça, d'amplitude infinie, donc normalement qui est de largeur nulle, et d'amplitude infinie, donc bien évidemment c'est un outil mathématique, mais c'est aussi une visualisation, hein, ça n'existe pas dans la vraie vie, une amplitude infinie, et puis ici une amplitude, enfin une durée qui est nulle, mais c'est une durée qui est quasi nulle, et une amplitude quasi infinie. Donc ça c'est un Dirac, et ce qu'on appelle un peigne de Dirac, c'est tout simplement, comme ça, hop, des Dirac qui sont régulièrement espacés, et cette période, ce sera quoi? Ce sera la fameuse période TE, puisque mon h de t va en réalité être le principe de l'échantillonnage. L'échantillonnage, on avait vu que ça se faisait avec une période qui était TE. Et donc, tous les TE, on aura 0, TE, 2TE, 3TE, 4TE, etc., et bien on aura un Dirac, et chaque Dirac correspondra à un point de l'échantillon. Et donc, pour faire le calcul de G de t fois H de t, on va utiliser justement la série de Fourier, avec la décomposition en fréquences. Parce que si on fait, cette fois-ci, le spectre, non pas de G, mais de H, justement, eh bien, on a ici une amplitude, enfin un pic à la fréquence 0 qui correspond à la valeur moyenne. On voit bien ici que la valeur moyenne est non nulle, parce qu'on voit que mon signal, il est centré sur cette moyenne-là, à peu près, sur cette valeur-là. Or, cette valeur-là, c'est pas l'axe des abscisses, et donc, forcément, ici, j'ai une valeur moyenne que je peux appeler petit m. On aurait un petit m qui vaut 0 si éventuellement mon Dirac était symétrique par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? Mais ici, c'est pas du tout le cas, hein. Il part de 0, il va vers le haut, donc on a une valeur moyenne. Ensuite, c'est un signal qui est périodique de fréquence FE, donc je sais que j'aurai un fondamental avec une fréquence FE, et comme on l'a vu, après, j'aurai des pics dont la fréquence est le multiple du fondamental, c'est-à-dire 2FE, 3FE, 4FE, 5FE, etc., etc. Et donc mon h de t, comment je vais pouvoir l'écrire? Alors je vais plutôt l'écrire au-dessus, parce que ce sera plus simple. Alors mon h de t, je vais l'écrire de la manière suivante. Hop, h de t, je vais l'écrire comme la valeur moyenne, donc on a dit que c'était petit m, donc ça c'est la valeur moyenne, donc fois un cosinus de 0t, bon ça, il n'y a rien à mettre, et plus la somme de n égale 1 à plus l'infini, de, on va dire an pour l'amplitude de chaque fréquence, et fois un cosinus de n oméga et plus phi n, parce que la phase a priori n'est pas nulle, avec oméga e qui bien évidemment est égal à 2πf, sauf que je préfère mettre oméga e que 2πf, parce que il y a le 2π à mettre en moins, donc ça simplifie un petit peu les calculs. Mais de toute façon, que je mette oméga e ou fe, c'est la même chose, que les deux sont proportionnels par rapport à 2π. Donc ça ne change rien, et donc je préfère l'écrire sous cette forme-là. Donc ça, c'est pour mon h de t. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
pour mon G de t, bah déjà je vais pas prendre G de t mais j'ai 0 de t, parce que j'ai dit que je raisonnais uniquement sur la fonction f0 de t, enfin sur la fréquence f0, pardon, et donc on va voir que le calcul que je vais faire pour f0, en fait on peut le généraliser à toutes les fréquences, mais moi pour simplifier, je vais me baser uniquement sur G0 de t. Donc le calcul qu'on va faire, c'est h de t fois G0 de t. Donc si on fait h de t fois G0 de t, ou l'inverse, hein, c'est pareil, donc h de t c'est tout ça, donc c'est petit m plus la somme de 1 à plus l'infini de an cos de n oméga et plus phi n. Alors au passage, pourquoi n oméga et? Bah parce que pour n égale 1, ça me donne oméga e, pour n égale 2, ça donne 2 oméga e, pour n égale 3, 3 oméga e, etc., etc. Mais ça, on a vu que c'est FE, 2 FE, 3 FE, et on a vu dans le spectre hein, que c'était FE, 2 FE, 3 FE. C'est pour ça qu'il y a un n devant le oméga e, parce que le n, c'est lui qui va dire est-ce que c'est n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc., etc. Et tout ça fois G0 de t. G0 de t, bah, on peut l'écrire comme B fois cos de oméga 0t, parce qu'on sait que G0 c'est uniquement la fréquence F0, hein, dans son spectre il y a uniquement F0, donc c'est-à-dire cos de oméga 0t, donc oméga 0 qui vaut 2πf, et l'amplitude qui vaut B. Là j'ai mis une phase qui vaut 0, je pourrais très bien pu mettre phi 0, mais je vais me dire ok, à G0 sa phase lui c'est 0, et tous les autres sont décalés de phi 1, phi 2, phi 3. Voilà. Mais on va voir que de toute façon le phi n, même si j'oublie c'est pas grave, ça ne strictement rien changé à mon raisonnement. Donc maintenant ce que je vais faire, bah, je vais tout simplement développer, donc c'est-à-dire c'est m fois b cosinus plus la somme de tout ça, et ce que je sais que j'ai le droit de rentrer ça dans la somme, puisque b cos oméga 0t ne dépend pas de n, donc je peux très bien le rentrer dans la somme. Et c'est là qu'on voit la linéarité, que je peux me baser que sur une seule fréquence, parce que si je me base non pas sur juste f0, mais sur d'autres fréquences, j'aurai ici cos oméga 0t, mais plus un B2 cos de oméga 1t, plus B3 cos oméga 3t, etc., etc. Mais après, par linéarité, bah, je pourrais refaire le même raisonnement, et donc ça ne change strictement rien, ça va compliquer les calculs pour rien. Donc là, c'est parti pour le développement. Donc ici, si on calcule, on a mb cos de oméga 0t, donc ça va me donner quelque chose à la fréquence f0, plus la somme de ça fois ça, comme on l'a dit, ça je le rentre dans la somme, donc plus la somme de n égale 1 à plus l'infini, de an cos de n oméga et plus phi n, fois b cos de oméga 0t. Et donc c'est la somme de tout ça, il n'y a pas de deuxième parenthèse, hein, c'est juste la somme de tout ça. Donc ça, on voit que c'est une espèce de décomposition en série de Fourier, avec ici comme oméga 0t qui va donner une fréquence f0. Par contre ici, le souci, c'est que j'ai un cosinus, mais il faut un autre cosinus qui dépendent tous les deux du temps, donc ça c'est pas bon. Donc il faut d'abord que je transforme mon produit de cosinus en somme de cosinus. Et pour ça, on va bien évidemment utiliser la formule que l'on connaît, qui est que cos A fois cos B est égal à 1/2 facteur de cos A plus B plus cos de A moins B. Et donc, ça c'est une formule que j'avais démontrée dans une vidéo, hein, c'est très très simple de la démontrer. Donc ici ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire avec petit a qui est égal à ça et petit b qui est égal à oméga 0t. Donc ici je recopie pas, c'est la même chose. Donc j'ai plus ici ma somme de 1 à plus l'infini. J'ai ANB qui est devant, donc B fois AN. J'aurai aussi un 1/2 qui va venir de cos A fois cos B avec le 1/2 en facteur, donc là je mets sur 2. Et maintenant j'ai mon fameux cos A fois cos B. Et donc là, si j'applique la formule, ça fait cosinus de A plus B, c'est ça plus ça, mais je mets le t en facteur, ce sera tout de suite fait, donc ça fait n oméga e plus oméga 0, le tout fois t plus phi n, et plus la même chose avec, par contre, un ça moins ça, c'est-à-dire, je vais le mettre en dessous, cos de n oméga et moins oméga 0 t plus phi n, c'est la même chose avec un moins oméga 0t, et donc là je ferme la parenthèse et je ferme le crochet. Alors là, plutôt que de faire, hop, je vais réécrire les deux points, je vais remplacer par cos oméga 0t, et donc voilà l'expression que je trouve. Et c'est là que ça va être très intéressant, et c'est là que grâce à ça, on va pouvoir trouver le critère de Shannon. Parce que si on regarde un petit peu ce qu'on a, donc là ici c'était h fois g0, eh bien on va regarder en termes de fréquence, qu'est-ce que l'on a. Donc là c'est le spectre de h fois g0 en fonction de f.
On a ici B oméga cos de oméga 0t. Oméga 0, on a vu que c'est 2pi f0, donc du coup, ça me donnait une fréquence ici qui vaut f0. Donc là, j'aurai un pic à f0. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une somme de cosinus plus d'autres cosinus, donc du coup, je pourrais très bien découper ma somme en deux, ça me donnerait ici certains pics et ici d'autres pics, parce que ici, j'ai n oméga e plus oméga 0, et donc si je remplace oméga par 2πf et que je factorise par dpi, ça va me donner nfe plus f0. Donc là, ça me donne nfe plus f0, donc ce cosinus-là va me donner des pics à nfe plus n0, alors que lui, le deuxième cosinus, va me donner la même chose avec nfe moins f0. C'est pareil avec un moins, donc ça sert à rien de tout refaire, de tout redémontrer. C'est la même chose, mais avec nfe moins f0. Et donc ici, si on fait pour n égale 1, pour n égale 1, ça fait fe plus f0, et là, ça fait fe moins f0. Donc j'aurai un pic ici en fe moins f0, et ici en fe plus f0. Alors qui a priori sont plus petits, voilà, donc on va faire comme ça. Donc ça c'est pour n égale 1. Maintenant pour n égale 2, pour n égale 2, ça fait 2fe plus f0 et 2fe moins f0, donc qui seront par exemple ici et là, je vais un petit peu prolonger, je vais mettre jusqu'au bout. Voilà. Donc là j'aurai deux pics, pareil, éventuellement d'amplitude un peu moins importante. Avec ici, on a dit 2fe moins f0, et ici 2fe plus f0. Ensuite, je vais avoir pareil à la fin pour n égale 3, j'aurai un pic à 3fe plus n0 et 3fe moins n0. Bon, je ne vais pas le remarquer parce que j'ai pas la place, mais là on comprend bien que c'est 3fe moins f0 et 3fe plus f0. Bon. Donc voilà un petit peu la structure qu'on a pour le spectre du produit. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux moi, au final, faut pas oublier que, j'ai dit, on voulait à la fin refaire la conversion numérique analogique, c'est-à-dire retrouver le signal de base. Or, faut pas oublier que le signal de base duquel je suis parti, c'était G0. Le H, c'est juste l'échantillonnage, mais moi, mon signal de base, c'est G0. Or, G0, on a dit qu'il avait une fréquence ici qui était F0. Donc moi, ce que je veux, bien évidemment, ici, c'est retrouver ma fréquence F0. Or, la fréquence F0, on voit qu'elle est ici, au début. Et donc, comment, à partir de ça, retrouver ma fréquence F0? Eh bien, il faut que je fasse un passe-bas. Parce que je sais que ce qu'il faut, c'est enlever, c'est filtrer toutes les fréquences qui sont au-dessus de ce pic-là, donc au-dessus de F0. Et donc comme ça, si je fais un filtre passe-bas, donc là je mets un filtre passe-bas, hop, filtre passe-bas. Et donc si je fais un filtre passe-bas, comme son nom l'indique, ça filtre les basses fréquences, enfin ça laisse passer les basses fréquences, donc ça laissera passer tout ce qui est avant la fréquence de coupure, et ça, par contre, ça filtrera tout ce qui est au-dessus. Donc j'ai ma fréquence de coupure qui sera ici, entre les deux premiers pics. Bon. Mais si je fais ça, donc c'est très bien parce que ça va me redonner F0, mais le souci c'est que, autant aussi, il faut que cette fréquence de coupure existe. Or, pour que cette fréquence de coupure existe, il faut que F0 soit inférieur à Fe moins F0. Parce que si mon Fe moins F0 est avant, j'aurai un petit souci. Donc pour que ma fréquence de coupure existe, il faut que le premier pic qui soit à F0 soit inférieur au deuxième pic, et le deuxième pic, eh bien on a vu que c'était Fe moins F0. Et là je vois que si je passe le moins F0 à gauche, ça fera F0 plus F0, 2F0, et donc ça fait 2F0 qui doit être strictement inférieur à Fe. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Et on remarque que, comme par hasard, c'est exactement le critère de Shannon que je cherchais. Alors, quasiment presque, parce que ici c'est F0, alors qu'ici c'est Fmax. Mais là, c'est logique, parce que là, ce que je viens de démontrer, c'est que pour retrouver la fréquence F0, il faut que Fe soit supérieur à 2F0. Si c'est le cas, eh bien j'aurai Fe qui est supérieur à 2F0, mais qui est aussi supérieur à 2 fois toutes les fréquences qui sont inférieures à F0, parce que si F0 est supérieur aux autres fréquences, 2F0 sera supérieur à 2 fois les autres fréquences. Bon. Mais bien évidemment, ce ne sera pas vrai pour les fréquences qui sont supérieures, donc à ce moment-là, bien évidemment, si je fais que Fe est supérieur à 2F max, donc si je prends F0 qui correspond à la fréquence maximale, et bien si Fe est supérieur à 2F max, ce sera supérieur à 2 fois toutes les fréquences qui sont avant F max, et donc à ce moment-là, j'aurai bien toutes les fréquences qui sont avant. Donc c'est pour ça qu'on voit, ça sert à rien de faire le raisonnement sur toutes les fréquences, on le fait sur une fréquence au hasard, par exemple F0, et puis après on dit c'est la même chose pour Fmax, et donc après, par linéarité, ce sera aussi vrai pour toutes les autres fréquences qui sont inférieures à Fmax, c'est-à-dire toutes les fréquences qui composent le spectre de G.
Donc voilà déjà la première chose que l'on pouvait dire. Alors je vais faire juste une petite remarque, c'est que déjà, il faut faire attention ici que j'ai utilisé cos A fois cos B, c'est cos A plus B plus cos A moins B. J'ai fait exprès de mettre le G0 après, c'est-à-dire de faire H fois G0 et non pas G0 fois H, parce que si j'avais fait ça, en fait j'aurais pas eu cos de n oméga E plus oméga 0, mais j'aurais eu oméga 0 plus n oméga E. Alors vous allez me dire, bah, n oméga E plus oméga 0 ou l'inverse, c'est la même chose. Oui, sauf qu'ici j'aurais eu n oméga E, enfin j'aurais eu l'inverse, par contre là j'aurais eu oméga 0 moins n oméga E. Donc j'aurais eu oméga 0 moins n oméga E. Et à ce moment-là, j'aurais dit que la fréquence, c'était pas NFE moins F0, mais c'était F0 moins NFE. Et en réalité, en termes de cosinus, c'est la même chose, qu'on sait que cosinus de A, c'est cosinus de moins A, parce que cos est pair, sauf que ici, j'aurais pas eu FE moins F0, j'aurais F0 moins FE, et donc à ce moment-là, tout mon raisonnement tombait à l'eau. Mais là, il y a une petite subtilité, donc ça, c'est éventuellement une petite subtilité supplémentaire si jamais on a fait la démonstration à l'oral, par exemple. C'est que, imaginons que je me mette dans le cas idéal où mon signal G est périodique. Donc ça, imaginons que ce soit G, donc G0. Donc avec une fréquence F0, et donc ici, une période qui est T0. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici d'abord un point pour mon échantillonnage, mais après, ce qu'il faut, c'est prendre un deuxième point, mais qui soit avant la fin de ma première période ici, parce que si je prends un deuxième point qui est plus loin, par exemple ici, et que je prends aucun point entre les deux, le problème c'est que je ne pourrai jamais reconstituer mon signal initial, puisque de toute façon j'ai un point d'une période, et puis après j'ai un point mais qui n'est pas dans la même période, donc c'est un petit peu impossible. Donc forcément je dois prendre au moins un deuxième point ici, par exemple, qui est avant la fin de la période. Et donc à ce moment-là, j'ai mon TE qui est entre là et là, donc entre mes deux points d'échantillonnage. Et là, je vois clairement que TE est inférieur à T0. Je peux le mettre, TE doit être inférieur à T0 pour avoir au moins deux points de ma période. Mais comme TE c'est 1 sur FE, eh bien c'est inversement proportionnel avec à la fréquence, et donc du coup j'ai FE qui n'est pas inférieur, mais qui doit être supérieur à F0. Et donc comme FE est supérieur à F0, j'ai forcément NFE moins F0 qui là est positif, alors que si je fais l'inverse, si je fais F0 moins FE, eh bien à ce moment-là j'aurai quelque chose de négatif, une fréquence négative, qui bien évidemment n'est pas possible, ça n'existe pas une fréquence négative, et donc c'est pour ça qu'ici j'ai forcément FE moins F0, et non pas F0 moins FE. Parce que c'est vrai qu'en termes de cosinus c'est dur à voir, parce que cosinus si j'inverse, ça revient au même, parce que c'est pair, mais là, avec déjà ce petit critère-là, qui est cette condition, que FE doit être supérieur à F0, et bien j'ai déjà... Enfin, c'est pour ça que, du coup, ici, j'ai FE moins F0, et non pas F0 moins FE. Donc voilà, petite astuce supplémentaire, mais c'est pour ça que je vous conseille de faire H fois G0 et non pas G0 fois H, parce que si vous faites ça, là, à ce moment-là, vous allez avoir F0 moins NFE, et donc vous allez avoir quelque chose qui n'est pas terrible, après il va falloir justifier, etc. Donc c'est pas génial, là au moins c'est beaucoup plus intéressant de faire de cette manière-là. Donc ça c'est la première petite remarque que je voulais faire. La deuxième petite remarque que je voulais faire, c'était que cette démonstration, on peut très bien la faire avec les séries de Fourier et le produit de convolution. Parce qu'on sait que la transformée de Fourier du produit de convolution, donc de machin étoile truc, c'est égal au produit des transformées de Fourier. Donc là, si je mets par exemple G et H, justement, et bien c'est la transformée de Fourier de G fois la transformée de Fourier de H. Bon. C'est en gros, grosso modo, ce que j'ai fait, mais de manière implicite. Ici, quand j'ai dit je multiplie par un peigne de Dirac, en réalité, c'est ce que j'ai fait ici, je l'ai fait directement. Sauf que là, ça fait intervenir la transformée de Fourier et le produit de convolution, qui sont des notions qui sont moins facilement abordables que tout ce que j'ai montré jusqu'à présent. C'est pour ça que je vous ai pas trop cassé la tête avec ça. Mais ce qu'on pourrait faire à ce moment-là avec la transformée de Fourier, c'est aussi tracer le module de la transformée de Fourier du coup du produit. Alors je vais l'appeler f pour simplifier. Et on se rendrait compte à ce moment-là qu'on aurait un signal ici compris entre fmax et moins fmax. Parce que ici là, je suis du coup en négatif éventuellement. Et après ça, ce serait convolué justement avec un peigne de Dirac. Et donc on aurait la même chose ici, mais centré sur FE. Donc avec ici FE moins Fmax, et ici FE plus Fmax, un petit peu comme au-dessus.
Et à ce moment-là, on retrouverait le même principe. Alors à gauche, ce serait pareil, hein, on aurait le peigne de Dirac à l'infini à gauche et à droite. Mais par contre, on retrouve le même principe, c'est que ici, j'ai mon FE moins Fmax qui doit être supérieur à Fmax, c'est-à-dire FE supérieur à 2 Fmax, pour que les deux signaux ici ne se superposent pas. Parce que si les deux signaux se superposent, donc si j'ai ça et ça par exemple, bah là ça va être difficile de distinguer les deux signaux, parce que quand j'additionne les deux, ça va me faire quelque chose, par exemple, un peu comme ça. Et là après, pour revenir au signal initial qui est le triangle, et bah, c'est très très compliqué. Donc du coup, il faut, afin que les triangles, ici les signaux ne se superposent pas, que j'ai un petit espace ici entre les deux, et donc à ce moment-là, c'est le même principe que ce que j'ai ici, avec la fréquence de coupure qui doit être située entre les deux. Je retrouve bien évidemment exactement la même conclusion. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres vidéos sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Physique. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.